Voilà, ben non, mais surtout moi, c'est vraiment pour vous remercier et me fidéliser finalement dans vos réunions. Et vous savez que c'est toujours un très très grand plaisir et c'est avec une grande amitié que je viens donc et en particulier pour parler de l'enfant porteur de handicap. Alors juste pour vous, peut-être que certains d'entre vous connaissent cette main ouverte. C'est le symbole donc de l'ouverture et de l'échange. Et c'est une main qui a été dessinée et construite par l'architecte Le Corbusier à Chandigarh, qui est une ville merveilleuse d'Inde. Alors, le pédiatre face à un enfant en situation de handicap, la première des choses, c'est bien sûr le reconnaître. Donc, le reconnaître, ben, c'est très simple, c'est suivre l'aphorisme. De toute façon, tout enfant va avoir un certain nombre d'examens les premiers mois, les premières années de vie. En France, jusqu'à 6 ans, il y a 20 examens obligatoires. Et pourquoi? Et en particulier, c'est pour suivre le neurodéveloppement. Le reste, bien sûr, le poids, la croissance et tout, c'est important, mais c'est surtout ce qui va se passer au niveau de son cerveau. Donc, ça, c'est la justification, j'allais dire déjà, la recherche de handicap, quelque part, la justification de l'examen pédiatrique. C'est pour ça qu'on est pédiatre. C'est pas un médecin généraliste qui pourra faire ça parce qu'il faut avoir cette notion de développement et cette notion de grande vulnérabilité. Tout ce qui va se passer au niveau de la mise en place de la myéline et autres nécessite justement ce suivi pour à ce moment-là pas faire du dépistage. On fait pas du dépistage en population, c'est pas du dépistage néonatal, mais on va suivre l'enfant et lorsque on a un doute, on va mettre en place les moyens diagnostiques et l'évaluation. Alors, la question que va se poser un pédiatre, et c'est une classification qui est un peu ancienne, mais je trouve qu'elle est extrêmement pratique et qu'on doit se poser chaque fois qu'on voit un enfant avec un trouble du neurodéveloppement. La première question, c'est pourquoi, et c'est les parents qui vous posent cette question, il faut être capable d'y répondre, c'est pourquoi cet enfant est différent, qu'est-ce qui se passe. Donc c'est ce qu'on appelle l'aspect lésionnel du handicap, l'altération d'une structure ou d'une fonction physiologique, psychologique ou anatomique, je sais pas moi, une porencéphalie anténatale, eh ben, il y aura une hémiplégie congénitale, on peut répondre à la question. Mais le rôle du pédiatre ne s'arrête pas là, surtout pas. C'est pas uniquement un donneur de diagnostic. Il faut savoir aussi évaluer le niveau du handicap. Si on reprend une hémiplégie congénitale, et on n'a pas du tout le même retentissement fonctionnel quand on a 3 mois de vie que quand on a 2 ans, voire 15 ans. Donc, voir avec la même lésion, l'enfant qui est devant nous, il faut être capable de déterminer cet aspect fonctionnel, ce qu'on appelle la réduction partielle au total d'une capacité d'accomplir une activité. Et ça s'arrête pas là. Le troisième item qu'il faut décliner dans la même consultation, quel est l'accompagnement à proposer? C'est l'aspect situationnel du handicap, où on sait, c'est les conséquences de ce handicap, de cette déficience, sur la vie de tous les jours, sur le quotidien, sur la scolarité, sur la famille, et on sait l'importance de l'environnement et tout ce qu'on va pouvoir faire pour aider cet enfant et essayer de diminuer. Et c'est là qu'on va pouvoir jouer. Sur une lésion qui est déjà acquise et qui est en place, l'aspect lésionnel, pour l'instant, on ne sait pas réparer un cerveau. Par contre, sur l'aspect situationnel, on a un rôle fondamental et c'est ici qu'on s'inscrit. Alors, rapidement, la prévalence pour dire que ça c'est en Europe, mais que le taux de handicap reste toujours le même. Et ça c'est vraiment, en Europe du Nord, on nous l'a bien montré, c'est des grands registres. Depuis 30 ans, on n'a pas fait de progrès dans la prévalence du handicap. Ce qui a changé, c'est le type du handicap. Il y a 30 ans, c'était plus des souffrances secondaires, des tableaux secondaires à des grandes anoxies néonatales d'enfants à terme. Maintenant, il n'y a pratiquement plus dans les pays d'Europe ce type de circonstances. Par contre, c'est la très grande prématurité qui, elle aussi, vous le savez, est source de handicap, ce qui fait qu'on a toujours autant d'enfants, alors qu'on a fait des préventions au niveau infectieux, au niveau obstétrical, au niveau suivi des grossesses, au niveau de suivi de la première année de vie. Autre notion importante, c'est celle de troubles du neurodéveloppement. Alors c'est un terme qui est apparu, souvent c'est quand même les Américains, même s'ils nous énervent un peu, mais ils ont quand même une façon pragmatique de voir les choses, en tout cas beaucoup plus que les théories franco-françaises qui ont été très, en particulier dans le neurodéveloppement,
j'allais pas dire inspirée, mais enfin un peu soumise à des histoires analytiques, psychanalytiques. Et en fait, les troubles du neurodéveloppement, tels que vous le voyez représentés ici, c'est un très large spectre qui englobe la déficience intellectuelle, les troubles de la communication, tous les troubles du spectre de l'autisme, mais également les déficits attentionnels, les troubles spécifiques de l'apprentissage, et puis d'autres troubles beaucoup plus sévères. Et toutes ces définitions, en fait, correspondent à énormément d'enfants. Et ici, vous voyez ce qu'on appelle la prévalence des ALD, c'est-à-dire des affections longue durée, la prise en charge à 100% pour maladies chroniques de l'enfant. Eh ben, on parle beaucoup, par exemple, du cancer, qui est représenté ici, où il y a des plans cancer, il y a énormément d'argent. Et par contre, on ne parle pas du tout du trouble de neurodéveloppement, donc les maladies qui concernent, qui va de la déficience intellectuelle jusqu'au polyhandicap, en passant par les troubles du spectre autistique. C'est 45% des enfants porteurs de maladies chroniques, donc beaucoup plus que diabète, insuffisance respiratoire, cardiaque et autres. Alors, la question, donc le pédiatre, donc on l'a dit, c'est les parents vont dire pourquoi, est-ce que c'est grave, quel est le pronostic, est-ce qu'il y a un traitement, et puis très souvent c'est des jeunes parents, ils commencent leur vie de couple, leur vie de famille, et très vite, dès la première consultation, est-ce qu'il y a un risque pour un autre enfant, y a-t-il un dépistage anténatal? Alors la première question, l'anomalie du développement neuromoteur, qui alerte? Eh ben c'est les parents. Là, il y a eu des études, en particulier chez les enfants autistes, mais chez d'autres populations d'enfants. C'est clair qu'il ne faut jamais banaliser le doute d'un parent et que le pédiatre doit bannir de son vocabulaire « Ne vous inquiétez pas, chaque enfant a son propre développement ». C'est vrai, mais c'est totalement faux. On a quand même tous appris le développement psychomoteur. Certes, pour marcher, on a entre 9 et 18 mois, mais il faut pas dépasser ça. Donc le gamin qui a 24 mois, on dit attendez, il faut attendre encore un peu, ben c'est pas une bonne chose. Donc toujours, et puis les parents ils sont inquiets, et les parents très souvent ils savent parce que soit c'est le deuxième ou troisième enfant, soit parce qu'il y a une grande famille, il y a la crèche, enfin bon, bref. Donc vraiment, on continue à dire au 21e siècle, écoutez les parents et ne pas banaliser le doute d'un parent. Là c'est très rapidement ces deux schémas un peu plus directifs lorsque vous faites votre examen. Pour déterminer cet enfant a une anomalie du développement, il faut savoir d'emblée si c'est plutôt le cerveau, donc une atteinte centrale, c'est de la clinique pure, ou une atteinte périphérique avec d'un côté donc un périmètre crânien qui n'est pas normal, trop petit ou trop gros, une hypotonie axiale qui est supérieure, il est très modelâtre, c'est plutôt très hypertonique en périphérique, et puis surtout des troubles oculomoteurs, une épilepsie, une anomalie du développement, des signes dysmorphiques, bref, on est dans une encéphalopathie. Et à contrario, des enfants qui ont un développement cognitif normal, un périmètre crânien normal, une faiblesse musculaire, et on est dans une maladie neuromusculaire. Donc à la fin de notre examen, on est capable de dire deux choses. S'il s'agit d'un trouble du neurodéveloppement, c'est 70% des cas, ou s'il s'agit d'une maladie neurodégénérative, 30% des cas. Ce sont des enfants qui ont eu un développement, vous le savez, vous les suivez, qui était strictement normal, et puis à 3 ans, 5 ans, 15 ans, arrive quelque chose d'anormal, il y a une régression progressive, et on est dans les maladies génétiques neurodégénératives, 30% des cas. Ici, pour se rappeler aussi, moi je fais ces petits schémas, je les fais aux parents. Un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement, c'est soit le cerveau, soit on va passer dans le périphérique et on va le revoir. Le cerveau, c'est quoi? Ça va être les anomalies chromosomiques, les malformations cérébrales, les maladies métaboliques, la prématurité, la souffrance périnatale, les causes postnatales. Les 3 dernières causes, préma, souffrance et cause postnatale, vous les avez à l'interrogatoire. Il n'y a pas besoin d'examen spécifique pour faire le diagnostic. Pour faire le bilan, c'est autre chose. Mais pour faire le diagnostic, c'est vous qui allez mener les examens. Vous verrez, bon oui, on peut se servir d'une IRM, mais après une IRM alors qu'on sait qu'il y a une vraie prématurité. Enfin, tout peut se discuter après en fonction au cas par enfant. Par contre, les anomalies, le premier groupe, pour les anomalies chromosomiques, malformations cérébrales et maladies métaboliques, c'est un petit peu à part parce qu'il y a souvent des signes cliniques très évocateurs. Mais c'est la question, est-ce qu'on va commencer par une IRM cérébrale ou une consultation de génétique? S'il existe, si vous avez devant vous un enfant qui a un retard mental isolé, une déficience intellectuelle isolée, ne faites pas d'IRM, pas de scanner, ça sert à rien, ça rapporte pas gros, enfin à part pour le radiologue, je crois, mais sinon pour l'enfant ça lui rapporte rien.
vous demandez une consultation de génétique. Par contre, si vous avez une déficience intellectuelle avec une épilepsie, avec un syndrome pyramidal, un syndrome cérébelleux, vous demandez une IRM pour débuter, parce que là, probablement, qu'il y aura une malformation cérébrale ou autre et qui vous aideront. Vous voyez, très simple. Donc, on commence par la clinique, interrogatoire, examen clinique, c'est central, c'est périphérique, c'est central, est-ce que c'est isolé, c'est la génétique, est-ce que c'est un déficient intellectuel associé à autre chose, et là, on commence par l'IRM. Et puis après, souvent, on revient à la génétique. Et enfin, les causes périphériques, je passe très vite. Donc, pour rappeler le groupe des amyotrophies spinales, donc la corne antérieure, les neuropathies, c'est souvent l'enfant un peu plus grand, puis c'est pas un trouble global. Et puis, toutes les dystrophies musculaires, avec en premier lieu, donc la myopathie de Duchenne, qui est la plus fréquente, et ici, les dystrophies musculaires congénitales par déficit en sarcoglycane. Alors, la reconnaissance du handicap, c'est un long cheminement pour les parents, c'est un long cheminement pour les médecins. Il faut décider d'une consultation spécialisée. On a parlé de génétique, de neuropédiatrie, d'IRM. Il faut attendre des examens génétiques, parfois c'est 6 mois, 1 an, donc beaucoup d'angoisse. Et puis, il faut annoncer le diagnostic et le handicap. C'est pas parce qu'on n'a pas de cause précise que l'enfant n'est pas handicapé. Donc, il va falloir accompagner. C'est un moment fondamental dans la vie de l'enfant et de sa famille, et il faut faire bien sûr une proposition de prise en charge immédiatement. Ce moment du diagnostic, il est variable, de plus en plus fréquemment c'est en anténatal, soit parce qu'il y a un cas familial, soit parce qu'il y a un signe qui va évoquer quelque chose. En France, donc, on va, lorsqu'il y a une anomalie, on va avoir une consultation multidisciplinaire. Et puis, vous le savez, dans ces maladies graves qui entraînent des handicaps, il est possible jusqu'à la fin de la grossesse, donc handicap incurable, d'interrompre la grossesse jusqu'au bout. À la naissance, c'est révélation précoce et actuellement, en cas de trisomie 21 non dépistée en anténatal, 95% des diagnostics sont faits à la maternité parce que la dysmorphie est connue et donc on va annoncer ce diagnostic. Il faut faire extrêmement attention. C'est un petit bébé qui naît dans une famille et qui sort comme un petit bébé et pas comme votre enfant a une trisomie 21, il devient un enfant il devient une trisomie 21 et les parents ne le voient plus qu'au travers de son syndrome. Attention au discours médical, ça reste un enfant et je vous assure qu'un enfant, un nouveau-né qui a une trisomie 21 est comme tout autre nouveau-né, hormis peut-être la malformation cardiaque qui est dans 40% des cas. Donc attention de ne pas figer l'enfant, de l'enfermer dans un cadre étroit, lui et sa famille. Les troubles du neurodéveloppement, donc on en a parlé, on parle plus de retard psychomoteur, ça veut rien dire. Retard, on est en retard là ce matin, on va rattraper, il n'y a aucun problème. Par contre, ces enfants ne rattraperont jamais, ils n'auront pas de disparition des signes, ils vont progresser, mais ils n'auront jamais le développement qu'a un autre enfant. Les maladies neurodégénératives, ça c'est le verdict est inacceptable. Et puis aussi, quelquefois, vous découvrez l'enfant en réa. Il était parfait le matin même, il s'est noyé dans la piscine à midi, on vous appelle le soir en disant est-ce qu'il faut poursuivre ou pas, est-ce qu'il y a un risque de polyhandicap. Et là, vous connaissez ni l'enfant, vous connaissez pas la famille, et vous arrivez avec votre pronostic absolument catastrophique qui va déterminer la suite de la prise en charge. Alors, cette annonce diagnostique sur les parents, beaucoup de choses ont été écrites. Je passe vite. Traumatisme psychique, sentiment de bascule, mécanisme de défense, situation d'abandon, les gens ont l'impression d'isolement social, ou au contraire un surinvestissement de l'enfant avec un shopping médical. Vous connaissez ça très bien. On va demander un avis, 2 avis, 3 avis, 4 avis, on prend un visa, on va ailleurs. Bon, bref, tout ça pour revenir toujours à la même chose. Mais voilà, donc c'est des situations qui sont très complexe à gérer. Juste un petit mot qui est récent et qui interpelle le pédiatre avant tout, c'est que on se rend compte qu'on a oublié de parler à l'enfant. Et pourtant, c'est lui qui est porteur, qui est en situation de handicap. C'est pas ses parents. Donc, très peu d'études. Il faut savoir expliquer avec ses mots. Il faut faire ce qu'on appelle le rappel de la maladie, c'est-à-dire une annonce différée. Ce sont des enfants, je reprends l'exemple d'un enfant qui a une myopathie de Duchenne, le diagnostic est fait à l'âge de 3 ans. Il nous connaît depuis toujours, il vient tous les 6 mois, mais est-ce qu'un jour on lui a parlé de sa maladie? À lui, jamais. Et donc à ce moment-là arrive l'adolescence. L'adolescence aussi avec Internet. On a parlé des écrans tout à l'heure. Ce gamin, il sait faire se mettre sur Internet encore mieux que nous. Et il lit des choses qu'on lui a jamais expliquées, jamais dit. Donc maintenant,
on a décidé, ici vous voyez le dessin d'un enfant, hein, le jeune Fabio, il nous montre l'évolution d'une maladie de Duchenne. Donc il arrive à la consultation nous disant voilà, la dernière j'avais 10 ans, j'étais debout, et là 1 an plus tard, je suis en fauteuil. Est-ce qu'un jour on lui a vraiment dit à lui qu'il perdrait la marche? 10 ans, vous comprenez bien, c'est le moment du collège et compagnie, tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc l'annonce du diagnostic à l'enfance, ça fait partie maintenant de notre façon de travailler. Et pour ça, vous voyez, on a fait un petit bouquin qu'on est en train d'évaluer dans le service. Voilà, c'est l'histoire de Max. Max, c'est un petit garçon qui a une myopathie de Duchenne. Donc, il raconte quand il arrive à l'hôpital. Pédiatre, bien sûr, c'est une femme, hein, excusez, voilà. France, c'est 99,9%. Donc, on pouvait pas dessiner un homme. Et puis, voilà, donc il va raconter toute son histoire, la biopsie musculaire, et beaucoup de choses. Et puis, là, c'est le soir de l'annonce du diagnostic, où ses parents sont allés à l'hôpital, ils sont tristes, et puis Max apprend donc il a cette myopathie. Et tout ça, on va le discuter dans un livre avec lui qui est remis par la psychologue, et on est en train d'évaluer. Et ce livre, il va le garder, et il peut en parler à d'autres. Il peut en parler dans sa classe, il peut en parler dans sa famille, et c'est vraiment un tiers très important qui permet de lutter contre les angoisses des parents. Comment parler à mon enfant de cette maladie grave? Voilà, ne pas oublier les frères et sœurs, hein, ça c'est très compliqué pour eux. Ne pas oublier les grands-parents, on a voire les arrière-grands-parents, hein, maintenant il y a vraiment un bouleversement transgénérationnel. On a des grands-mères, des arrière-grands-mères qui nous disent mais comment ça se fait que mon petit-fils, mon arrière-petit-fils soit si malade, c'est moi qui devrais partir, enfin bref, c'est compliqué. Donc toujours, dans la mesure possible, les règles de bonne pratique, les 2 parents ensemble ou en présence d'un proche, il y a malheureusement beaucoup de couples qui ne sont plus ensemble, colloque singulier, lieu tranquille, le plus précocement possible. Faut pas se dire oh là là, j'ai les résultats sur mon bureau de cette analyse génétique, et puis mince 3 mois après, parce que pour vous êtes débordés, vous avez trop de boulot, machin et tout, mais les parents ils vivent plus, ils attendent, et heure après heure, ça devient de plus en plus compliqué. Langage simple et accessible, éviter ce qu'on appelle le filtrage sélectif, et c'est vrai, on parle, on discute avec les parents, ils sortent, et c'est ce que Pierre Royer, qui a été cité hier, avait très bien décrit déjà dans les années 60, le syndrome du pas de porte. Tout a été dit, tout a été expliqué, on ouvre la porte, et là, les parents disent, on est d'accord, je reprends une myopathie de Duchenne, on est d'accord, hein, docteur? Il va toujours marcher, hein. Il aura jamais besoin de fauteuil. 1h30 de consultation. Voilà. Donc, il faut des entretiens ultérieurs et puis surtout une possibilité de prise en charge et de soutien. Et enfin, maintenant, on a le e-patient. Donc, voilà, le e-patient, je suis désolée, docteur, mais je suis encore contre vous, je suis pas d'accord. Et il discute tout, de l'analyse du départ, de l'analyse d'arrivée, du résultat, de la prise en charge. Il faut le savoir. Internet, c'est un outil formidable, on s'en sert tous les jours, hein, on est tout le temps sur PubMed, sur machin, sur tous nos moteurs de recherche, mais les patients aussi. Voilà, donc il faut s'accorder et lire avec eux de plus en plus, on lit. Et avec les ados, moi je me mets sur Internet et on lit ensemble les sites qui sont corrects, dans la médecine, hein, c'est tout ce que je fais. Donc ceux où il faut aller, voilà, et ça se passe beaucoup mieux. Donc, pour vraiment cette annonce du handicap, je crois c'est la pierre angulaire de notre prise en charge et de notre situation face à cet enfant. Donc, il faut le considérer, ce temps d'annonce, c'est pas la fin de notre prise en charge. C'est le début, c'est une plateforme. Et on va accompagner l'enfant sur le court, moyen et long terme, jusqu'au relais à la médecine d'adulte. C'est le rôle des pédiatres et la transition est compliquée, en particulier dans le domaine du handicap, et parfois l'accompagnement de fin de vie. Alors, il me reste combien de temps? Tu as encore 10 minutes. 10 minutes, non mais je vais les tenir, mais je peux parler plus, mais je vais faire un peu attention. Alors, l'accompagnement, je vous ai mis quelques diapos qui étaient un peu sur ce qu'on faisait en France, qui est pas toujours exportable, mais quand même. Donc, premièrement, le dogme, et ça c'est un dogme, c'est qu'un enfant porteur de handicap doit avoir une prise en charge individualisée et personnalisée. Hors de question, on reprend par exemple les enfants porteurs de trisomie 21.
d'avoir un tiroir en disant un enfant trisomique 21, à 3 ans on l'éduque comme ça, à 4 ans on l'éduque comme ça, à 5 ans on l'éduque comme ça. C'est complètement faux. Vous le savez très bien, il y a des enfants qui ont une trisomie 21 qui sont capables d'apprendre de parler, d'apprendre à lire et à écrire, des rudiments, et d'autres qui vont rester complètement autistiques. Donc on ne fera pas la même prise en charge, on fait une prise en charge qui va être individualisée et tout à fait personnalisée. Bien sûr que d'avoir le diagnostic va nous guider, quand même, on sait que c'est un enfant qui a une déficience intellectuelle, certains points qui vont être à surveiller, mais pour autant, on verra, on analysera tout le temps ses difficultés, ses potentialités. Pour l'école, donc le projet, de plus en plus d'enfants sont scolarisés. Grande controverse, oui, non, pour, contre. La loi française donc permet maintenant dès l'âge de 3 ans que les enfants, même des enfants très lourdement handicapés, soient scolarisés. Les questions que je voulais vous soulever en tant que pédiatre, c'est que je crois qu'il faut jamais oublier l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, quels sont les bénéfices de l'enfant? Est-ce que cet enfant est scolarisé pour l'enfant lui-même ou pour les parents, pour ce vernis social, cette normalisation, le fait d'inscrire son enfant dans une école. Et pour l'enfant, finalement, on se rend compte qu'il y a des enfants pour qui l'adaptation scolaire, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Il est toujours le dernier de la classe. Il a toujours le sentiment de jamais en faire assez. Pourtant, on le fait travailler le soir, le samedi, le dimanche, le mercredi, enfin, je sais pas quoi. Ces pauvres gamins, alors là, pour le coup, ils ont des migraines et des céphalées de tension. Phobie scolaire, tendance au retrait. Vous allez voir dans la cour de récréation, ils sont pas avec les autres. Ils supportent mal le regard des autres, dépression. Donc, à force de vouloir absolument faire cette société d'inclusion, on va entraîner un surhandicap qui va être compliqué à prendre en charge. Voilà, et des troubles du comportement, problèmes de relation au père, hein, c'est des enfants, quand vous demandez, ils sont jamais invités le mercredi après-midi aux soirées pyjama et compagnie, ils sont très souvent seuls. Alors, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est le temps périscolaire. Ah oui, non, là c'était le mot d'une maman, juste qui racontait exactement ça. Donc sa fille a une déficience intellectuelle modérée, donc avec des problèmes de mémorisation, d'apprentissage scolaire. Et l'enfant, elle dit, je veux changer d'école, car elle se sent dévalorisée par rapport à ses copains de classe. Moi, je ne sais pas, et les autres, oui. Tous les autres, ils comprennent, elle comprend pas. Je n'ai jamais fini, alors que les autres, oui. Et la maman dit, on la sent en souffrance par rapport à l'école, mais également, c'est une maman très fine, très observatrice, mais également avec ses copines. D'ailleurs, une question de la maîtresse à laquelle je ne sais pas répondre, et cette question m'agace, moi aussi, et donc elle vous sollicite pour y répondre, jusqu'où je peux aller avec le cerveau de votre fille? Non mais vous imaginez un peu une mère qui entend ça à l'école, quoi. Donc c'est absolument scandaleux. Et là, il y a eu une orientation de cet enfant et elle va beaucoup mieux depuis. Et elle dit, au moins, je suis comme les autres. Voilà. Alors qu'à force de faire une inclusion en disant, on va rayer le handicap, et elle préfère être dans ce milieu-là. Ce qui est important, c'est le temps extrascolaire, tout ce qui est sport. Alors voilà, ici, je vous ai mis quelques photos. Vous voyez, on fait un tournoi de foot pour les enfants du service, où là, c'est l'équipe des internes. Et c'est bien aussi de mobiliser, c'est un peu un effet, on va dire, connexe, mais mobiliser les internes déjà très jeunes ils adorent ça, et ça fait 5 ans maintenant qu'on a organisé ça. Ici, vous avez des enfants très polyhandicapés du CAMS qui vont au musée, et ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. C'est des après-midi qu'on organise. Il y a une médiatrice culturelle qui vient au CAMS régulièrement. Ils avaient fabriqué des petites poupées, je sais pas trop quoi. Et surtout, le regard des parents qui a amené leur enfant dans le musée, et pour certains, c'était la première fois qu'ils rentraient dans un musée. Et puis là, c'est notre mascotte, Arthur. Arthur, parce qu'il est champion olympique, et c'est un enfant qui a une paraplégie spastique évolutive, et qui fait du ski paralympique, qui a gagné des médailles, qui est venu dans le service nous montrer ses médailles. Et je peux vous dire que les enfants qui étaient à côté, les étoiles qu'ils avaient dans les yeux valaient toute scolarisation, inclusion, et ça a été, et ils en reparlent encore, et on va refaire quelque chose avec Arthur, qui est un jeune homme très sympathique. Alors, pour aider ces enfants, j'ai mis un seul exemple, c'est le CAMS. Alors, à ma connaissance, au Maroc, pour l'instant, il n'y en a qu'un, c'est le CAMS de la Goutte de lait à Casablanca, et vraiment, vraiment, je vous incite très fortement à essayer de développer ça un petit peu dans toutes les régions.
C'est vraiment pour les enfants de 0 à 6 ans et c'est très très important, pas que pour l'enfant mais pour la famille, parce que c'est le moment de la découverte du handicap et de la différence. Et donc c'est vraiment de là aussi, ça va être le plateforme pour la vie future de cet enfant et de sa famille, donc avec une équipe multidisciplinaires, sont des enfants qui sont pris en charge sous forme de séances ambulatoires et on va suivre aussi leur intégration, que ce soit au niveau des crèches, de l'école et essayer de les lancer après dans leur parcours de vie et essayer d'avoir une bonne coordination avec les parents. Voilà, donc c'est ce qu'on dit, c'est handicap agir tôt, c'est aider les enfants qui ne guériront pas. Le terme de guérison, il faut l'enlever. Souvent les parents disent, mais quand est-ce qu'il va guérir? Non, c'est vrai qu'il y a cette différence, ils vont garder cette différence. Mais pour autant, ils vont faire des progrès et il faudra les aider à développer des stratégies pour contourner leurs difficultés. Alors, rapidement, pour parler de certaines causes, donc les maladies rares. Donc ça, c'est des maladies qui sont rares, mais qui sont, en fait, comme il y en a énormément, il y a à peu près 7000 maladies rares. Donc pour chaque maladie, il y a peu de malades, mais en fait, il y a beaucoup de malades. Et au Maroc, il y a beaucoup de malades porteurs de maladies rares. 90% sont des maladies d'origine génétique. Il y a une consanguinité très importante. Dans le centre que je dirige à Marseille, donc j'ai 3 centres dans le service, et on est à peu près entre 70 et 80% de consanguinité chez les parents. Donc là aussi, il y a une prévention certainement à faire. Voilà, un centre de référence, c'est jamais seul. C'est beaucoup de monde, et beaucoup de monde qui part, là c'est le centre de métabolique. Donc les métaboliciens, les pédiatres, mais aussi les médecins adultes qui vont prendre en charge les enfants, néphrologues, orthopédistes, généticiens, psychologues, assistantes sociales, médecins rééducateurs. Bref, c'est une vraie équipe pour s'occuper de ces enfants. Et puis on peut le faire parce que on est au sein d'un hôpital d'enfants. Alors hier j'entendais l'évolution de la pédiatrie, des surspécialités, mais c'est vrai, ces enfants ont des maladies rares et complexes. Un pédiatre seul ne pourra jamais, parce qu'on n'est pas omniscient, un pédiatre seul ne pourra jamais s'en occuper. Il faut travailler en équipe et tous autour, et toujours l'intérêt supérieur de l'enfant qui va être au milieu de nous tous, et c'est à nous de nous débrouiller pour aller le voir, faire des synthèses. Enfin, c'est un gros boulot. Voilà. Et puis pour terminer, je voulais dire un mot des enjeux éthiques liés à la prise en charge des maladies rares. Alors, juste ici, vous voyez les publications, donc ces maladies rares, tout le monde disait, c'est des maladies, quand on apprenait par exemple la maladie de Gaucher, il y avait une liste de causes aux splénomégalie, et tout en bas dans le tiroir, il y avait la maladie de Gaucher, mais personne ne savait ce que c'était que la maladie de Gaucher, sauf un ou deux un peu fous qui s'en occupaient. Et puis on se rend compte, regardez le nombre de publications les dernières années. Et qu'est-ce qui correspond à ce nombre de publications? C'est l'arrivée des traitements spécifiques, toutes les enzymothérapies, puis maintenant on en est à la thérapie génique. Donc finalement ces maladies qui étaient très rares, qu'on ne trouvait aucune description depuis les descriptions Princeps, énormément de publications, énormément de travaux. Et ça c'est intéressant aussi, c'est qu'avec le nombre de travaux, le nombre de médicaments qui arrivent, se posent des questions éthiques, et vous voyez de façon très récente. Donc la médecine, ça commence par de la description clinique, on va rechercher des traitements, et puis après on réfléchit au niveau éthique, qu'est-ce qu'on fait, où on va, et comment on le fait. Voilà, donc il y a eu plusieurs articles, et ce qu'on peut retenir, c'est que actuellement, on est quand même dans une phase d'incertitude. On met en place des traitements qui sont tous extrêmement onéreux. Là, actuellement, pour vous dire, dans la myotrophie spinale, c'est 1 million d'euros par enfant par an. Donc vous voyez que c'est quand même des médicaments qui nous posent souci. Et on ne sait pas du tout, moi je traite des enfants, mais je ne sais pas dans 5 ans, comment ils seront, est-ce qu'on va décaler leur handicap, est-ce que vraiment on aura amélioré leur qualité de vie? Il y a des incertitudes. Alors, les causes et les conséquences de l'over-optimisme et le hype, ça c'est les Américains, donc c'est ouais, formidable et tout, mais il y a énormément de lobbies, en particulier des industriels et des associations de patients. Les coûts très élevés, donc on en a parlé, je crois qu'hier tu as cité l'Obamacare, et ils sont très très inquiets avec la disparition de l'Obamacare parce que ils savent pas qui va payer ces médicaments pour les gens qui n'ont pas les possibilités, n'ont pas d'assurance, parce que sinon il y a personne au monde qui peut le payer. Le dépistage néonatal, gros lobbying, et en particulier des industriels pour qu'on dépiste dès la naissance
pour qu'on mette en place les traitements dès la naissance qui posent des grosses questions, et puis des modifications ce qu'on appelle les standards of care. Par exemple, les amyotrophies spinales, les types 1, il était décidé de faire un accompagnement de fin de vie et de ne pas intuber, ventiler, trachéotomiser ces enfants. Avec ces traitements qui arrivent, certains sont en train de changer et les standards de soins. Est-ce que c'est un bien pour l'enfant? Voilà, les questions restent ouvertes et c'est là qu'il y a le questionnement éthique. Les soins palliatifs et l'accompagnement de fin de vie, s'occuper d'un enfant en situation de handicap, c'est être confronté à un accompagnement de fin de vie. Alors, quand parler du pronostic vital, difficile, hein, faut-il toujours tout dire ou tout savoir? Difficulté du pronostic, ne pas donner de limites trop précises, mais ne pas laisser dans l'incertitude. Et puis, Pierre Lecause nous dit bien que parler n'est pas seulement révéler quelque chose de réel, c'est construire une réalité. Et ça, c'est aussi important à savoir. Alors, pour un pédiatre, je crois que la phrase de Pierre Canaoui d'il y a quelques années reste tout à fait de mise, c'est-à-dire que la relation triangulaire qui existe entre le pédiatre et son équipe, l'enfant et sa famille, est le socle sur lequel se bâtit la relation thérapeutique. Il n'est imaginable pour personne qu'elle soit interrompue à la fin de la vie pour laisser la place à des équipes spécialisées. Et c'est vrai que nous, on a, après l'oncologie, on est le deuxième service où il y a le plus de décès sur l'hôpital d'enfants, et on n'imaginerait pas de les transférer dans une maison pédiatrique de soins palliatifs, et ils sont au sein de nos services, c'est ce que nous demandent les enfants et leurs familles. Donc, il y a des projets, ce qu'on appelle un projet multidisciplinaire, et puis on rédige ce qu'on appelle un certificat de patient remarquable. Donc, lorsqu'il a été décidé de ne pas faire telle ou telle thérapeutique, par exemple, un enfant qui avait une maladie mitochondriale qui est décédé la semaine dernière, extrêmement sévère, il était venu déjà 3 fois en hélicoptère, et puis on a rédigé avec les parents un certificat qui disait, parce que les parents appellent quand même les secours au moment où il est vraiment pas bien, en disant qu'il fallait pas le réanimer, et finalement cet enfant est décédé à domicile, et ils nous ont remercié, l'équipe du SAMU aussi, d'avoir ce document, parce que sinon c'est bien beau des parents qui disent il faut pas le réanimer mais qui les appellent, il faut quand même avoir un document écrit et avec une preuve de ce qui est avancé. Et enfin, pour terminer, la transition enfant-adulte. Alors, le monde de la pédiatrie, il est complexe, c'est difficile pour les parents, il y a plein de choses, mais bon, quand même, on a réussi à tracer une ligne à peu près droite. Il y a la scolarité qui est à peu près, voilà, la prise en charge sociale, il y a les centres de référence, il y a le dépistage, bon, une courbe comme ça. Et puis après, alors là, les choses se corsent. Ils arrivent maintenant, 95% des enfants porteurs de maladies chroniques dans l'enfance vont atteindre l'âge adulte. Donc, il faut s'organiser, il faut que les adultes se bougent, ça commence. Pour l'instant, ils sont quand même au stade du labyrinthe. Ils ont des hôpitaux qui sont pas toujours équipés comme les hôpitaux pédiatriques. Donc, il y a d'un côté la cardio, après il faut aller à la néphro, un machin et tout. Il faut qu'il y ait un chef d'orchestre, un médecin interniste qui arrive à faire le relais de tout ça. Il y a d'autres problèmes, les grossesses. De plus en plus, il y a des réflexions et on est confronté à des situations qui nous laissent parfois un petit peu surpris, quoi, qui nous questionnent. Il y a le monde du travail. Le monde de la scolarité est difficile, mais le monde du travail est encore plus difficile lorsqu'on est porteur de handicap. Voilà. Donc, c'est vraiment s'occuper d'un enfant en situation de handicap, sous-tend une réelle démarche éthique, donc une reconnaissance de l'enfant porteur de handicap et de ses besoins, la notion de qualité de vie qui doit primer, la notion des moyens mis en œuvre, bien réfléchir, toujours l'intérêt supérieur de l'enfant, et pour permettre une autonomie, une insertion sociale la meilleure possible. Et pour terminer, donc je vous laisserai cette phrase de Lévinas, donc grand philosophe éthicien, qui a beaucoup travaillé sur le visage et le sens du regard, et donc il dit « Dès que l'autre me regarde, j'en deviens responsable. Le visage oblige, commande, il exige réponse, aide, sollicitude. » Et pour nous pédiatres, le regard d'un enfant quel qu'il soit reste le pilier majeur de notre responsabilité, qu'il s'agisse de soins, d'enseignement ou de recherche. Merci beaucoup. Merci Brigitte pour cette